Le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 3 mai. Cérémonie tout à l'heure à Orly en hommage aux 8 victimes françaises de l'attentat de Marrakech. Pour le chef de l'État, la mort de Ben Laden ne signe pas la fin de son idéologie de haine. Au cœur des préoccupations occidentales, la menace de représailles et le double jeu d'Islamabad. Le Pakistan, qui n'avait pas été informé, exprime aujourd'hui des réserves sur l'opération non autorisée du commando américain. Notre confrère du Figaro, Renaud Girard, sera avec nous. Nicolas Sarkozy suggère dans l'Express qu'il sera candidat. Dominique Strauss-Kahn mesure lui aujourd'hui l'ampleur de ses réseaux de soutien avec plusieurs réunions d'élus. Les invités du 19 h, Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP, et Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, l'un des soutiens de DSK. 6 jours après l'attentat place Jemaa el-Fna à Marrakech, les corps des 8 victimes françaises ont donc été rapatriés cet après-midi en France. Cérémonie d'hommage donc il y a 1 heure à l'aéroport d'Orly, présidée par Nicolas Sarkozy, qui a pris la parole pour tenir des propos d'une grande fermeté. La France, je le dis ici, je le dis devant les corps rapatriés de 8 Français, dont une petite fille de 10 ans. Je le dis devant vous qui allez maintenant devoir vivre avec cette douleur, mais aussi avec ce terrible sentiment d'injustice qui nous habite tous ce soir. La France ne laissera pas ce crime impuni. Et 24 heures après l'exécution d'Oussama Ben Laden, le Pakistan se retrouve aujourd'hui sur la sellette. Paris fustige en effet son manque de clarté dans la lutte contre le terrorisme. Le directeur de la CIA a reconnu cet après-midi que Washington n'avait pas informé les autorités du Pakistan de l'opération Commando, de peur d'une fuite favorable aux fondateurs d'Al-Qaïda. Mounir Soussi. Un Barack Obama concentré, entouré de ses collaborateurs. Le président américain accueille avec sang-froid la mort d'Oussama Ben Laden. Les images de la salle de crise de la Maison-Blanche diffusées aujourd'hui ne répondent pourtant pas aux nombreuses zones d'ombre qui entourent l'opération Geronimo. L'attitude du Pakistan, souvent accusé de double jeu, est au centre des interrogations. Les suspicions américaines sont bien réelles. La CIA n'a pas informé son allié stratégique dans la région, par crainte de fuite pouvant faire échouer le raid. Beaucoup de flou entoure aussi les conditions de l'intervention militaire. Les unités d'élite avaient-elles l'ordre d'abattre Ben Laden? L'administration américaine s'en défend, mais la disparition du chef d'Al-Qaïda évite une détention et un procès aussi délicat que compliqué. Reste à connaître les éléments prouvant la mort de Ben Laden. Des parlementaires américains demandent que des photos de son cadavre soient publiées. La Maison-Blanche n'a pas encore tranché la question. Pour l'heure, et selon les autorités américaines, seul un test ADN prouve que le corps jeté en mer la nuit dernière est celui d'Oussama Ben Laden. Avec nous, Renaud Girard, donc grand reporter au Figaro. Bonsoir, merci d'être là. S'il y a des zones d'ombre, une vérité en tous les cas semble émerger. Ce soir, le Pakistan ne semble pas avoir pris sa place dans la traque de Ben Laden. Oui, c'est pas tout à fait étonnant parce que la première fois que les Américains ont cherché à tuer Ben Laden, c'était après les attentats monstres de 1998 contre les ambassades des États-Unis en Tanzanie et au Kenya, des attentats qui avaient déjà fait des centaines de morts. Ben Laden était responsable. Il avait peu de mois auparavant déclaré la guerre aux Juifs et aux croisés. Et le président Clinton, à la fin de l'été 98, avait ordonné le bombardement de ces camps d'entraînement dans la montagne afghane, aux côtés de, pas loin de Jalalabad. Mais lorsque les missiles Tomahawk se sont abattus sur ces camps d'entraînement, les combattants avaient été mystérieusement prévenus peu de temps auparavant, et les camps étaient déserts, et donc ces missiles n'ont tué que des chèvres et quelques bergers. Donc on pense, soupçon de complicité. Comme l'armée pakistanaise avait été par politesse prévenue à l'avance, on pense qu'ils avaient, ou certains éléments des services secrets pakistanais avaient fait passer la nouvelle à leurs amis combattants djihadistes. Est-ce qu'on peut parler d'un mélange de complicité et d'incompétence quand on a découvert que Ben Laden vivait à l'abri dans une résidence à 50 km d'Islamabad?
à 50 km, une ville, Abbottabad, qui est une ville de garnison et une ville où il y a l'école militaire pakistanaise. Un peu comme s'ils vivaient à Saint-Cyr, si vous voulez, et où le général Kayani, c'est-à-dire le patron de l'armée pakistanaise, avait fait un discours retentissant il y a 3 semaines, notamment pour dire qu'évidemment, ils étaient en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur pakistanais, en octobre 2009, avait dit à des congressmen américains que Bin Laden ne se trouvait pas au Pakistan, que ce n'était pas possible, qu'il devait se trouver en Iran avec sa famille ou en Afghanistan. Donc c'est effectivement extrêmement gênant, d'autant plus qu'il y a quelques mois avait déjà été arrêté un militant internationaliste d'Al-Qaïda d'origine indonésienne dans cette même ville d'Abbottabad, qui se trouve en quelque sorte entre 2 zones d'action des talibans, à l'ouest bien sûr l'Afghanistan pour lutter contre les Américains, et à l'est le Cachemire pour s'infiltrer et infliger des dommages à l'armée indienne. Donc plus que jamais, contrairement à ce qu'on avait pu penser hier d'ailleurs, hein, Renaud Girard, la défiance est toujours là entre les États-Unis, le monde occidental et le Pakistan, qui ne revient pas dans le jeu diplomatique. C'est embarrassant pour la suite. C'est extrêmement embarrassant pour le Pakistan. On attend normalement une visite du Premier ministre pakistanais Gilani jeudi à Paris. Je dois le rencontrer normalement, donc je lui poserai des questions. Mais je crois que le Pakistan n'a pas été dans une situation aussi embarrassante depuis longtemps, en tout cas depuis que les Indiens ont apporté la preuve que l'opération terroriste sur Bombay il y a quelques années avait des complicités au sein même des puissants services secrets pakistanais, l'ISI. Merci Renaud Girard. La question du nouvelobs.com. Faut-il redouter des représailles d'Al-Qaïda? On découvre vos réponses. Vous avez dit oui à, on le voit, 65%, non à 29%. Une vague d'émotions aujourd'hui, de témoignages de tristesse après la mort du député socialiste Patrick Roy, qui jusqu'au bout était resté un élu iconoclaste par son style, sa fameuse veste rouge notamment, et certaines de ses causes, comme le rock metal. Ancien maire de Denain dans le Nord, Patrick Roy avait parlé sans phare de sa maladie il y a quelques semaines. Une cinquantaine de militants d'AID et d'ACT UP ont bloqué la circulation devant le Sénat aujourd'hui au cri de malades expulsés, malades assassinés. Ils ont dénoncé le droit de séjour menacé des étrangers malades sur lequel doit statuer demain une commission mixte paritaire de parlementaires. Pierre Moscovici dément toute fébrilité. Pourtant, il est à l'origine de l'une des quelques 3 réunions du jour, toutes organisées autour de Dominique Strauss-Kahn, sans ce dernier, passé à Paris il y a quelques jours. Fabrice Cunet. C'est devenu une habitude. Depuis 3 ans, Pierre Moscovici réunit régulièrement parlementaires et élus locaux autour de la candidature de DSK. Si le rendez-vous n'a rien d'exceptionnel, la table s'est agrandie avec plus de 70 convives aujourd'hui. Pour autant, pas question de se déclarer prématurément. Je ne vois vraiment pas pourquoi se précipiter. Vous savez, ces primaires viennent en réalité assez tôt. Il y a peu de grandes démocraties dans lesquelles on a une campagne qui dure 8 mois. Donc du travail, encore du travail, du rassemblement. Le seul message aujourd'hui qui soit un peu différent de l'ordinaire, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Cette officialisation de la candidature de DSK aux primaires socialistes interviendra le 28 juin, selon Pierre Moscovici. Alors en attendant, ses soutiens tentent de préparer le terrain. Le projet sert de plateforme, le projet socialiste. Maintenant, il y a un programme du candidat. Et c'est là-dessus, en échangeant, et les remontées de terrain des uns et des autres, et pas simplement du microcosme parisien. Voilà, c'est plus clair comme ça. Au-delà de ce déjeuner, 2 autres groupes de travail se sont réunis, cette fois à l'Assemblée nationale. Des initiatives qualifiées de complémentaires et une mobilisation des Strauss-Kahniens qui ne choque pas les soutiens des autres candidats aux primaires. Non, je ne suis pas invité, donc j'y vais pas. Moi, je vais où je suis invité, voilà. Hasard du calendrier, François Rebsamen est justement invité dans une autre aile du Sénat, mais par François Hollande. Pas de doute, la campagne pour les primaires socialistes s'est accélérée. Premier invité du 19h, ça vous fait sourire, hein, cette division des socialistes. Oui, et là, elle est sur le terrain, dans la cour du Sénat.
Non, c'est amusant simplement de voir que tout le monde se réunit, puis dans la bonne humeur, comme vous avez pu le voir. Oui, alors Gérard Collomb, sénateur maire socialiste de Lyon, donc vous avez participé à ce déjeuner organisé au Sénat. DSK, le candidat de tous vos désirs, était le sujet unique? Moi, je n'ai pas participé Non. au déjeuner, donc vous avez une fausse information. J'étais passé... avec quelques-uns de vos collègues oui. avec qui j'avais rendez-vous. Il y avait 3 réunions DSK aujourd'hui, on ne peut pas aller partout. Ah bon, d'accord. Ben, vous avez quand même passé une tête pour... Qu'est-ce qui vous réunit tous, donc? Et quelle est l'utilité, selon vous, de ce genre de rencontre? Puisque vous les soutenez les 3, finalement. Oui. Vous étiez présent à distance. Oui, je crois qu'aujourd'hui... d'une part, on voit bien que Dominique Strauss-Kahn est encore au FMI et donc qu'il est sur ses dossiers. Mais en même temps, un certain nombre de ceux qui le soutiennent savent que sur le terrain, il faut préparer son éventuelle arrivée. Et donc, les uns et les autres essayent de réunir autour d'eux des militants, des sympathisants, la société civile. Vous, personnellement, comment est-ce que vous pouvez organiser ce retour? Hier, par exemple, à Lyon, nous avions organisé une réunion des élus de la région Rhône-Alpes. Nous devions être à peu près 300, 75% des élus locaux. Donc, effectivement, c'est déjà un bon terrain bien balisé. Oui. Bon, vous avez des informations. Donc, le calendrier, c'est une annonce de candidature le 28 juin. Alors écoutez, je ne sais pas qui a annoncé cela, sans doute pas Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas d'où cette information est venue. Aujourd'hui, toutes les rumeurs courent effectivement la place parisienne. Peut-être trop de réunions, oui, justement. Peut-être trop de réunions. Certains, parmi ses adversaires, estiment que DSK pourrait être le Balladur de 2012, avec une cote de popularité qui est très haute, aujourd'hui on le voit, mais qui pourrait s'effriter inéluctablement. Est-ce que vous pensez qu'il y a là un danger ? Oui, ça, je ne crois pas. Vous savez, on a dit d'abord, il sera finalement pas candidat, il va renoncer. Il y a tellement d'obstacles au sein du PS, le problème des primaires, la multitude des candidatures. Puis, on voit aujourd'hui quand même que petit à petit, on va surmonter ces obstacles. Ensuite, il va y avoir la campagne, et je dois dire, je suis assez confiant. Assez confiant, même sur le lien qui a pu être distendu entre DSK et les Français, lui si loin à Washington. Oui, mais en même temps, vous voyez bien que les problèmes qui sont aujourd'hui ceux de la France sont des problèmes qu'il suit. La crise de la dette, par exemple, en Europe, les problèmes du déficit français, c'est quand même des problèmes qu'il traite toute la journée. Et les Français savent bien qu'entre leur vie quotidienne et ces problèmes-là, il y a un lien très fort. Quand le Nouvel Observateur a annoncé aujourd'hui sur son site internet que Martine Aubry avait annoncé à ses proches ce matin qu'elle ne serait pas candidate, vous l'avez cru? C'est écho? Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations sur ce qu'a déclaré Martine Aubry. Je crois qu'elle vit sa vie de première secrétaire du PS, et puis elle est comme nous tous. Elle formera, le moment venu, son jugement à partir des annonces réelles de candidature. Bon, mais pour vous, ça va de soi qu'elle ne pourra pas se présenter quand même, hein. Dites-le. Moi, je n'en sais rien, c'est sa responsabilité, ce n'est pas mon jugement. Vous savez, elle me consulte assez peu, donc je ne pense pas que ce soit mon avis qui lui importe. Elle sait bien qu'elle a quelques responsabilités en tant que première secrétaire et que sa responsabilité, c'est de faire gagner le candidat socialiste au présidentiel. Alors, Gérard Collomb, il y en a un qui avance, qui se déclare candidat et qui dit qu'il ira jusqu'au bout, c'est François Hollande. Est-ce que c'est une épine pour DSK? Je ne le crois pas. Vous savez, entre Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, il y a à peu près la même ligne politique. Donc ce n'est pas là-dessus que va se faire la différence. Les amis de François Hollande sont très souvent aussi les amis de Dominique Strauss-Kahn. À mon avis, il y a quand même une différence, c'est que la différence simplement que le jour où Dominique Strauss-Kahn se déclarera, on voit bien qu'à ce moment-là, François Hollande sera obligé de se déterminer. Et on voit bien qu'on a, par exemple, dans les mois qui suivent l'élection présidentielle, des échéances extraordinaires. Vous voyez, il faudra discuter, par exemple, du poids des monnaies entre le dollar, la monnaie chinoise, l'euro. Qui est le mieux préparé pour immédiatement discuter avec le président Obama, avec Hu Jintao?
évidemment, à mon avis, lorsqu'on a été au FMI et occupé les responsabilités qui ont été celles de Dominique Strauss-Kahn, on est tout de suite dans le sujet et ça compte. Et vous pensez que c'est un bon argument de campagne? Ça ne répond pas forcément aux préoccupations immédiates des Français qui sont ailleurs? Je crois que si, parce qu'ils ont tous conscience aujourd'hui que les problèmes internationaux sont les problèmes fondamentaux. Regardez votre actualité. De quoi avez-vous parlé? De quoi parlez-vous depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, sinon de l'actualité internationale? Alors Gérard Collomb, il paraît que Bernard-Henri Lévy cherche à dissuader Ségolène Royal de se présenter aux primaires. Il la soutient, vous l'avez également soutenu très fortement en 2007. Est-ce que vous avez un pouvoir d'influence, je ne sais pas, sur la présidente de Poitou-Charentes? À Bernard-Henri Lévy, certainement. Moi, j'en doute un petit peu. Je l'ai soutenu. Je lui dis, aujourd'hui, Ségolène Royal, le mieux quand même, c'est de se rassembler. Et ça serait mieux qu'elle annonce assez tôt qu'effectivement, elle soutiendra le mieux placé au sein du PS. D'accord, mais qu'elle renonce à se présenter aussi. Je pense qu'elle le fera le moment venu. Oui. Et si Martine Aubry n'y va pas, c'est votre souhait, Gérard Collomb, Benoît Hamon pourrait y aller. Qu'est-ce que vous lui dites à lui? Que finalement c'est complémentaire. Il y a deux lignes politiques effectivement au Parti socialiste. La ligne qui est celle de Dominique Strauss-Kahn et puis la ligne qui est celle de Benoît Hamon. Ça sera une candidature tout à fait respectable, même si évidemment ça sera plutôt une candidature de témoignage. Alors on va accueillir dans un instant Marc-Philippe Daubresse qui est avec nous pour parler, alors cette fois de la majorité, de Nicolas Sarkozy. Gérard Collomb, le chef de l'État défend son bilan dans une interview que publiera l'Express demain. Heureusement, parce que si lui ne le fait pas, qui le fera? Et manifestement, il ne se soucie pas de son impopularité record. Est-ce qu'il reste, selon vous, un adversaire redoutable? Moi, vous savez ce que je pense du bilan de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça n'a pas été un très bon président. Par contre, je pense que c'est un très bon candidat et qu'il est toujours bon en campagne. Donc moi, je ne sous-estime pas Nicolas Sarkozy et sa capacité à mener cette campagne. Marc-Philippe Daubresse, vous avez envie de réagir peut-être à cette frénésie autour de DSK? Non, mais je constate que le Parti socialiste, on n'est que dans le people, quoi, les sujets de personnes, quoi. Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être l'autre? Remarquez avec Nicolas Sarkozy, on est aussi dans des sujets people. Gérard Collomb, je vous ai pas interrompu. Excusez-moi de vous dire que moi, ce matin, j'étais à Gravelines pour parler avec le président et beaucoup d'élus, y compris Pierre Mauroy, qui est venu témoigner de son soutien à la politique nucléaire et énergétique de la France. Gérard Collomb est pour aussi. Nous étions en train de parler de la politique énergétique. Moi, vous savez, j'étais hier avec Monsieur Fillon, vous voyez, qui parlait problème de sécurité. Non, mais je constate, voilà, chacun a ses tâches de terrain. Je vais finir par penser que Nicolas Sarkozy a bien fait de proposer Nicolas Strauss-Kahn comme président du FMI à l'époque, comme ça on va pouvoir avoir un vrai débat de fond. Il est souhaitable dans ce pays qu'il y ait un vrai débat de fond entre les deux grandes forces politiques de ce pays, c'est clair. Allez. Et donc voilà, moi je souhaite qu'on l'ait. Vous savez, chez moi, à la frontière franco-belge, il y a une petite histoire belge qui dit ceci. D'un côté de la frontière, vous avez ici on parle français et flamand, et de l'autre côté il est marqué ici on parle pas, on travaille. Ben, nous on travaille à l'UMP. Très bien, justement c'est ce qu'on va voir. Restez avec nous, Gérard Collomb, on va voir ce qui se passe du côté de l'UMP. Vous savez que le Parti Socialiste a présenté un projet pour 2012. Voilà, donc ils vont essayer de limiter moi c'est maintenant. quand vous voulez pour qu'on parle de ce projet-là. Parce que je veux bien en parler, on va en parler. C'est du Jospin décongelé, et là il y a franchement beaucoup de choses à dire. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'UMP, puisque il y a donc eu une convention aujourd'hui consacrée à l'emploi, avec des propositions orientées sur les PME. Avant de vous entendre sur ce sujet, je vous propose de regarder le reportage de Sandra Cerquera à cette convention où l'on a quand même joué l'apaisement, notamment sur les 35 heures. La salle de ce grand hôtel parisien en rappelle une autre, celle de la Convention sur la laïcité. Mais cette fois à l'UMP, on parle emploi, un thème plus consensuel. 42 propositions pour relancer les PME. Elle manque un peu de compétitivité par rapport à nos voisins européens, comme l'Allemagne, où les charges sociales ne sont pas les mêmes, comme la Suisse. Aucune proposition choc, histoire de ne plus diviser. Jean-François Copé se veut rassembleur, il a même invité Xavier Bertrand. Et surtout exit la TVA sociale et surtout les 35 heures. C'était pourtant ce qui était prévu. Les sujets ont été repoussés à des conventions ultérieures, prévues cet été.
Parce qu'il ne faut pas que les propositions de l'UMP donnent l'occasion à nos adversaires du PS qui ne proposent strictement rien de nous caricaturer plutôt que de proposer des choses. Donc je pense que c'est beaucoup plus pédagogique, si je puis dire, de remettre ça dans la perspective plus globale d'une politique économique et d'emploi qui soit, disons, adaptée à ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Voilà. Éviter les potentielles divisions, d'autant qu'à l'UMP, la prime salariale ne convainc toujours pas. Qui va toucher cette somme? Alors que si à l'intéressement, quelle que soit l'entreprise, quel que soit son niveau de réussite, qu'elle soit cotée ou pas en bourse, eh bien, il y aura un revenu supplémentaire et une prime en fin d'année, à travers la participation. Pour tenter de calmer le débat, l'UMP suggère une prime au mérite, elle aussi nette de charges et plafonnée, qui pourrait être instaurée dans toutes les entreprises. Avec nous donc Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP, et puis vous êtes le centriste de la majorité, donc votre point de vue est intéressant. Vous allez d'ailleurs animer bientôt une convention sur la justice sociale pour rééquilibrer la majorité. Non, ça a toujours été prévu comme ça. On a toujours prévu qu'il y aurait un sujet sociétal de fond, d'ailleurs qui a donné lieu à des propositions assez consensuelles, qui est le sujet de la laïcité, et qui fera d'ailleurs l'objet d'une résolution au Parlement le 31 mai, à l'Assemblée nationale, d'un vote de résolution. 2, un sujet de politique économique et de libération de l'énergie pour créer des emplois sur les PME qui sont trop petites en France, et il y a des raisons à ça par rapport à l'Allemagne. Et 3, un sujet, une fois qu'on a créé de l'emploi et de la richesse, comment on la redistribue? C'est assez logique que ce soit plutôt le centriste social de l'UMP qui soit chargé d'animer ça. Et on ne va pas éluder la question de la TVA sociale, rassurez-vous, ni la question des 35 heures, puisqu'on n'y reviendra pas au calendrier grec, mais à la fin du mois de juin. Ah d'accord, très bien. Est-ce que vous avez véritablement une marge de manœuvre pour rééquilibrer le discours de l'UMP que d'aucuns trouvent trop à droite? D'une part, il fallait poser, il était grand temps de mettre en perspective le bilan de Nicolas Sarkozy, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi sur ces questions-là, mais par exemple, moi, le social de l'UMP, je peux vous dire que les heures supplémentaires qui veulent être supprimées dans le programme socialiste, c'est quand même 5,3 millions de salariés qui en ont bénéficié l'année dernière. La question du RSA, c'est quand même 1 400 000 foyers, je ne parle pas du RSA ex-RMI, qui continue à peu près comme avant, mais je parle du RSA activité, c'est-à-dire les gens qui travaillent quelques heures supplémentaires. Avant Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas 1,1 milliard de dépensés pour les travailleurs les plus pauvres de ce pays. Et donc nous allons remettre en perspective toutes ces questions du bilan. Il a été question lors de cette convention aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle fasse plus de déçus que d'heureux? Non, on voit bien qu'il y a toujours dans les entreprises des tendances conservatrices qui ne veulent pas qu'on touche à un certain nombre de choses. Et on voit bien aussi qu'on a la question des toutes petites entreprises qui se pose, parce que quand vous êtes dans une toute petite entreprise de moins de 10 salariés, c'est compliqué. Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est d'ailleurs une tendance qui rassemble les centristes et les gaullistes sociaux. C'est que quand on peut distribuer des dividendes à des actionnaires, on doit pouvoir distribuer aussi dans des proportions à peu près équivalentes des participations ou des intéressements à des salariés. Et qu'aujourd'hui, tant qu'il y avait la crise, on a mis le paquet pour aider les entreprises d'un côté, on a mis le paquet pour aider les plus fragiles, notamment avec des baisses d'impôts de l'autre côté. Maintenant qu'on est sorti de la crise, et vous allez voir, Monsieur Collomb, que les résultats sur l'emploi vont s'en ressentir dans les mois qui viennent. Vous le savez déjà? Oui, bien sûr. Maintenant, bien sûr, parce qu'on a des modèles qui nous montrent que les tendances sont clairement en train de basculer de manière positive sur la question des créations d'emplois, sur la question de l'emploi des cadres, sur la question de l'emploi intérimaire. Et tout ça sont des indicateurs qui ne trompent pas quand ils sont durables. Or, ils sont désormais durables. Troisième mois de baisse, effectivement, du chômage. Et puis, nous allons donc remettre tout ça en perspective et essayer de montrer ce qu'on peut faire dans une société d'après-crise. Et le débat qu'on aura... Moi, je souhaite que ce soit avec Dominique Strauss-Kahn, parce qu'on sera à un certain niveau de débat. Vous voyez, Gérard Collomb, comme nous, d'ailleurs, quand nous débattons, nous avons des débats sur le fond. Nous avons des débats sur le fond. Bon. Et pas des débats pour savoir si la couleur de cravate, elle est bleue, ou si on était venu avec un tel manger à tel restaurant. Des débats de fond. Et donc, je souhaite que nous puissions avoir ces débats de fond. Comment nous construisons une société d'après-crise? Alors, évidemment qu'il y a une contradiction entre Dominique Strauss-Kahn et un certain nombre de ses idées qui sont d'ailleurs
pas trop éloigné de certains centristes de la majorité. Et puis de l'autre côté... Vous vous sentez proche de DSK, dites-le sur certains points. Oui, voilà, c'est le gaullisme social qui un jour va nous rejoindre. Il ne le sait pas encore. Vous pourriez le dire. Je vous dis que l'UMP va bien montrer qu'elle marche sur ses deux pieds, le pied de l'autorité, de l'immigration maîtrisée, le pied de la responsabilité et de la politique de lutte contre la délinquance, et de l'autre côté, le pied humaniste des centristes. Et vous allez le voir. C'est pour ça que vous vous sentez si... Mais je pense qu'à gauche, on aura un problème entre la ligne de Benoît Hamon, comme dit Gérard Collomb, qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et c'est le moins qu'on puisse dire. On peut parler de la ligne qui passe maintenant entre l'UMP et le centre, hein, Marc-Philippe Daubresse. Pourquoi est-ce que vous êtes si à l'aise, vous, comme centriste dans l'UMP, alors que plein de personnes s'éloignent, à commencer par Jean-Louis Borloo? Il y a une heure, j'étais à l'UMP en train de parler de la politique des PME, et dans une demi-heure, je participe à la réunion avec Jean-Louis Borloo, où nous allons mettre sur un certain nombre de sujets sur les politiques humanistes. Donc vous voyez, moi je suis tout à fait à l'aise. Bon, mais il y a je aussi fais une du réunion. stretching tous les matins, ça va bien. Mais il y a une réunion ce soir. Vous n'allez pas dans les réunions de DSK encore? Non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Il y a une réunion qui est prévue ce soir avec Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, Monsieur Bockel, Jean Arthuis également, pour mettre sur les rails la Confédération du Centre. Vous leur souhaitez bonne chance? Nous avons dit, les centristes de l'UMP, que nous estimions que nous étions plus utiles à l'intérieur, mais que pour autant, les sujets fondamentaux qui nous rassemblent, en gros, sur les valeurs humanistes, nécessitaient que nous puissions continuer à dialoguer ensemble, ce que nous allons faire ce soir. D'accord, mais eux, ils négocient dans leur coin ce soir, avec l'idée de quand même de mettre un candidat sur orbite en 2012. Oui, peut-être, mais enfin, vous verrez. C'est sûr, ils veulent un candidat. Non, attendez, il y a toujours des rendez-vous. Vous voyez, par exemple, à l'Assemblée nationale, on va voir si beaucoup de députés quittent le groupe UMP. Je ne le pense pas. Au Parlement, au Parti populaire européen du Parlement européen, on va voir s'il y en a beaucoup qui quittent le Parti populaire européen. Je ne le pense pas. Et on verra au Sénat que ça ne devrait pas trop bouger quand même, tout au moins jusqu'aux élections de la fin septembre. Justement, beaucoup d'élus de la majorité s'inquiètent pour leur réélection en 2012. Marc-Philippe Daubresse. C'est normal, c'est humain. Et c'est un souci. Ça s'appelle l'instinct de conservation. Et c'est ce souci qui vous pousse, vous, aujourd'hui, à envisager une candidature au Sénat à la fin de l'année? Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi, ma question. Moi, pour l'instant, je n'envisage rien. Je vais dire comme Lionel Jospin. Je constate qu'il y a beaucoup de problèmes. Si je peux être une solution, on y réfléchira. Mais je ne veux pas être un problème de plus. Bon, est-ce que vous pourriez être un candidat fédérateur de la majorité Je ne sais pas. C'est pas le sujet principal pour moi. Le sujet principal, c'est de faire réélire Nicolas Sarkozy. J'ai pas trop de soucis dans ma circonscription. Tous les observateurs le disent. Donc, c'est franchement pas le sujet prioritaire pour moi à cette heure-ci. Gérard Collomb, le combat s'annonce dur pour 2012, on le voit, là quand même, les positions sont fortes. Oui, enfin, il s'annonce dur, comme vous venez de le souligner. Une partie de ceux qui étaient au départ avec Nicolas Sarkozy l'ont quitté. Je vois effectivement Jean-Louis Borloo, qui est quand même assez critique. Et vos anciens collègues ministres Gérard, comme si M. Morin sont beaucoup plus critiques, beaucoup plus sévères que moi-même je ne le suis. Donc ça s'annonce mal quand même. J'étais sur le plateau de Jean-Louis Borloo quand il a fait son émission, voyez-vous. Donc j'ai entendu en direct ce qu'il a dit. Il a été très affectueux pour Nicolas Sarkozy. Mais vous êtes là, vous, avec lui, pour le retenir par la manche, en quelque sorte. Non, moi je suis très ami de Jean-Louis Borloo. C'est pas un secret. J'ai même soutenu comme Premier ministre. Ça m'a valu de sortir du gouvernement. Est-ce que vous avez des doutes, si vous le connaissez si bien, sur sa réelle détermination à y aller en 2012? Parce que là, on ne sait plus très bien, on a un gros doute. Jean-Louis Borloo, c'est un séquentiel et un diesel. Il met du temps pour construire un certain nombre de choses, mais quand il y va, il y va. Bon, et là, il y va. Pour autant, il y va, à mon avis, s'il ira, ce sera sans aucune agressivité pour le président de la République, au contraire. Donc ce sera pour le servir. Et vous pensez qu'il peut être utile? Non, c'est vous qui dites ça. Je vous pose la question. Est-ce qu'il peut être utile en se présentant au premier tour en... L'analyse de Jean-Louis Borloo, c'est qu'il faut que nous présentions à la présidentielle un projet complètement qui recouvre tous les éclairages de la majorité et qui a nécessité effectivement de rééquilibrer un certain nombre de choses sur le pôle humaniste. Nous le faisons de l'intérieur, lui peut-être le fera-t-il de l'extérieur. Mais je suis comme Gérard Collomb, je ne peux pas annoncer une candidature à sa place, moi. Bon, puis si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, nous on y va. Et on mènera cette politique humaniste. Je vous passe le relais parce que j'attends de voir ce que ça va donner dans vos primaires socialistes. Le mot humanisme, il va souffrir certainement beaucoup. Ah non, je ne le crois pas. Vous savez, c'est une grande tradition au PS depuis Jaurès. Merci à tous les deux. Merci Gérard Collomb. Philippe Daubresse, merci d'avoir été avec nous à 22h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur LCP Assemblée Nationale, un documentaire consacré à Stéphane Hessel. On parle des valeurs de l'humanisme. Il sera aussi question de l'engagement et également de l'indignation. Bonsoir.
Il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être 6 en cellule. Ce qui est le plus pénible peut-être, c'est d'avoir à demander tout. Juin 2009. La prison de Nancy s'apprête à quitter ses vieux murs du centre-ville pour un établissement tout neuf en périphérie. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a plus de contact avec les surveillants, il n'y a plus de contact humain en fait. L'occasion pour les réalisateurs d'interroger le personnel et les détenus sur leurs conditions de vie, de travail et l'influence du bâtiment sur leur vie quotidienne. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. D'une prison à l'autre, un documentaire de Laurence Milon et Guy Girard, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.